Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 8 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains, ça me fait super plaisir de vous retrouver chaque mercredi à partir de 17h, heure GMT, heure du Maroc, pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. C'est notre petite habitude, on prend l'habitude de se retrouver pour discuter de ce qui se passe dans le monde de la création et de l'innovation, du design, mais on peut aborder aussi la question de l'architecture, mais la question de l'architecture... N'étant pas architecte, hein, je suis designer produit, donc fatalement l'architecture, quand je fais de l'espace, du design d'espace, d'environnement, ça m'arrive très souvent de travailler avec des architectes. Donc la question de l'architecture, on l'aborde ici dans mes bricolos parce qu'elle peut avoir un angle. Mais par exemple, on a parlé dans l'épisode 33 de la saison 1 à l'époque, et d'ailleurs c'est un épisode que vous avez beaucoup apprécié parce qu'il a été beaucoup consulté, plus de 1000 fois pour une chaîne qui a 500 abonnés à l'heure où vous la regardez. Enfin, pas loin de 500 abonnés, pas encore. C'est pour ça qu'il faut il faut vous abonner. Il y a des paliers comme ça que j'ai envie d'atteindre parce que je me dis, ah, c'est cool, on a passé les 500 abonnés. Donc, participer un petit peu à cet objectif. Il faut le visualiser ensemble et se dire qu'on peut y arriver tous ensemble. Donc, parlez-en à vos potes parce que les algorithmes de YouTube vont pas nous aider pour nous mettre en avant. Donc, vous en parlez à vos potes. Ah, il y a une chaîne sympa, il y a Yuyu qui nous parle de design. Vous faites la promo, c'est vous en fait. Vous êtes les algorithmes, vous êtes bien mieux que ça d'ailleurs, parce que vous faites partie de la crew des bricolos, les gars. Bon, alors je reprends, là, je fais une digression pas possible, mais j'aime bien en même temps de faire ces vidéos. Vous le savez, vous êtes habitués. Donc, dans l'épisode numéro 33 de la saison 1, en fait, j'ai fait une vidéo sur les maisons imprimées en 3D. Et c'est vrai que c'était une problématique très intéressante parce que la notion de l'impression 3D, c'est ce qu'on appelle du prototypage rapide. Donc, c'est issu justement de mon métier pour le coup, donc du design, de l'industrie, de la production en série. Et ça pose la question de produire des objets en série d'une nouvelle façon, avec une nouvelle approche. Et c'est vrai que ça peut techniquement, dans l'idée, s'appliquer parfaitement à l'architecture. Et on voyait dans cet épisode de Mes Bricolos, donc je vous conseille d'aller le consulter si vous ne l'avez pas encore vu, on voyait dans cet épisode de Mes Bricolos que justement, construire une maison en impression 3D, à l'heure actuelle, c'était très compliqué pour le calibrage de la machine. J'en dis pas plus, sinon on va repartir sur un épisode de 35 minutes. Donc là, c'est pas le sujet. Là, on va aborder une autre problématique, mais toujours dans la question de l'architecture, parce qu'en fait, ce projet, donc vous l'avez vu dans le titre, The Line, est un projet qui fait beaucoup de bruit depuis plusieurs années. J'en ai jamais parlé jusqu'à présent parce que c'était pas encore précis, c'était pas encore. Je sentais que c'était un projet qui était en cours de réflexion, de développement, où à chaque fois se rajoutaient des éléments supplémentaires. Donc, j'allais dire des idées. On sentait qu'il était en cours de développement. Il n'était pas abouti. Par contre, tous les médias spécialisés du web, on en parlait. Puis je suis sûr pas que ces médias spécialisés du web, mais en gros Design Boom, qui est un très gros site internet qui regroupe un petit peu toutes les dernières actualités du monde de la création, parce qu'il y a plusieurs sujets, mais principalement du design, s'était arrêté sur ce projet The Line et avait commencé à un petit peu en discuter, à mettre en avant les différentes caractéristiques de ce projet. Alors on va les regarder ensemble parce que on va d'abord dans cet épisode avoir un regard assez sans avoir d'avis, c'est-à-dire assez objectif. On va décrire, on va décrypter ensemble un petit peu ce projet, puis après on va commencer à rentrer dans la question, c'est-à-dire questionner ce projet, avoir un regard critique sur ce projet. Et donc vous l'avez vu dans le titre, est-ce que c'est une utopie ou une dystopie? Voilà, ce sont des antonymes. Donc vous imaginez un petit peu le type de questionnement qu'on va avoir par rapport à ce projet. Donc on va le regarder ensemble et on fera ce travail d'analyse par la suite. Donc en fait, The Line, c'est un projet qui va prendre place en Arabie Saoudite, qui est cette espèce de grande structure. Donc c'est vraiment une ligne, une découpe dans le paysage saoudien. C'est certainement un territoire qui n'est pas vraiment habité, mais qui doit être à proximité d'une grande ville. Je ne l'ai pas vraiment situé sur la carte, mais on le voit assez bien, même si ça, on est sur de la visualisation en 3D. On imagine assez bien parce que c'est assez représentatif et vous verrez après par la suite. En Arabie Saoudite, c'est un projet justement d'une espèce de bar en miroir de 170 km, en fait, qui questionne la problématique de l'urbanisation.
D'accord, ça questionne la problématique de l'urbanisation euh, dans le, justement une problématique contemporaine, c'est-à-dire de l'urbanisation. On est sur des villes qui sont de plus en plus saturées, on a des problèmes de congestion du tissu urbain, on vit dans des espaces qui ont été créés au fur et à mesure des années, voire même des siècles, si on prend le cas de Paris par exemple, ou de Marrakech, ou de la Fès, pour ceux qui sont du Maroc. Et justement, ces tissus urbains ne sont pas du tout adaptés au système de mobilité actuel. Donc en fait, et ni forcément, c'est-à-dire que c'est vrai que ça n'inclut pas, donc ça c'est les systèmes de mobilité, mais ça n'inclut pas aussi toutes les nouvelles technologies qui nous permettent de vivre avec un confort moderne. Euh, on n'a pas tous les réseaux Internet, donc on est obligé de rajouter des antennes, on est obligé de rajouter des éléments sur ces villes historiques, souvent impériales, dans le cas du Maroc par exemple. Et ce qui est très problématique. Et par exemple, aujourd'hui, je travaille sur la réhabilitation de la plage Jemal Fna et c'est une très grosse problématique. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de préserver le patrimoine, de préserver l'histoire de cette place et en aucun cas essayer de le déformer avec quelque chose qui n'est pas lié à son histoire sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan d'ergonomie technique. C'est-à-dire tout est dans l'équilibre et de savoir comment on peut travailler cette place. L'avantage avec ce projet en Arabie Saoudite, c'est qu'on est dans un espace qui n'est pas habité. Donc on n'a pas le problème de réhabiliter, d'essayer de trouver des solutions sur un espace urbain déjà mis en place sur lequel on doit trouver. Et là, on part de rien du tout. Comme disent les Américains, on part from scratch. Et je vous le dis avec l'accent. Donc l'avantage, c'est que ça nous permet de questionner la problématique, de repenser l'espace urbain, de repenser l'interaction à l'intérieur humaine, à l'intérieur d'un espace urbain. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'usage, en termes de fonctionnalité? Et c'est l'entreprise Neom qui est, donc là on a Tarek qui est le directeur de Urban Planning, c'est-à-dire le directeur urbain, c'est-à-dire des plans urbains, voilà. Donc c'est une personne importante qui a fait une interview, qui est donc à l'initiative de ce projet, qui participe activement à ce projet, qui a fait une interview pour Design Boom. Donc je vous conseille d'aller la lire, parce que ça permet de se rendre un peu plus compte de l'ampleur de ce projet. Donc c'est une ligne qui va découper, parce que c'est vraiment découpé, hein, quand on regarde, c'est vraiment une entaille complètement dans le paysage saoudien sur 170 km. Ça va être 170 km de long et 200 mètres de large. Donc déjà, on constate une première chose, c'est que c'est très long, mais c'est pas large du tout. 200 mètres, c'est pas énorme. C'est vraiment pas grand, 200 mètres. Hein. Je pense que vous pouvez facilement visualiser ce que ça représente à peu près 200 mètres. C'est pas très large, d'accord? Et sur ces 200 mètres, il va y avoir une cloison vitrée, miroir, donc qui va refléter l'environnement extérieur. Donc à l'intérieur, évidemment, ce n'est pas miroir. Et c'est un miroir qui est sans teint, c'est-à-dire qui permet de voir on ne voit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, vous avez quand même la possibilité d'avoir un horizon. Parce que sinon, être enfermé entre deux cloisons de 200 mètres à 200 mètres de large et ces cloisons faisant 600 mètres de haut, 500 à 600 mètres de haut, 500 mètres de haut, ce qui est énorme. 500 mètres, c'est énorme. Je crois que c'est plus grand que la Tour Eiffel. Donc vous imaginez un peu la taille du truc. Donc vous allez avoir deux grandes cloisons énormes. C'est comme en fait si on avait pris finalement un building, c'est-à-dire une tour. Vous imaginez, je sais pas moi, le Burj Khalifa, ou vous imaginez une espèce de grande tour qui fait 500 mètres de haut et vous l'avez extrudé, vous l'avez étiré sur 170 km. Donc ce sont en fait deux grands gratte-ciel étirés sur 170 km. À l'intérieur de ces deux gratte-ciel qui sont séparés de 200 mètres, on a tout un fantasme paysager. Alors je parle de fantasme parce que là, on est complètement dans une image de communication, hein, vous la regardez à côté de moi, qui a pour but un peu de faire saliver. Hein. On est clairement l'objectif, c'est de montrer que même si vous êtes entouré de deux cloisons,
Et d'ailleurs, on le visualise assez bien ici. Vous êtes dans un espace vert. En fait, c'est comme si... d'ailleurs, Tarek explique que c'est zéro gravity architecture, c'est-à-dire l'architecture avec zéro gravité, dans le sens où, évidemment, on est toujours soumis aux problèmes gravitationnels, mais c'est-à-dire on a vraiment l'impression que les espaces de vie flottent dans le vide et qu'on a c'est toute cette végétation qui descend. Donc en fait, on change de plan. Au lieu d'être dans une horizontalité, on est dans une verticalité. Et cette verticalité permet d'avoir vraiment quelque chose de contenu dans lequel on a justement les espaces verts, tous les besoins nécessaires pour vivre. Donc à l'intérieur, tu as les hôpitaux, tu as les écoles, tu as les cliniques, tu as tout. Tu as bien sûr pour faire du shopping, etc., pour te promener, pour te balader. Donc voilà, on est vraiment sur une structure qui est quand même assez imposante. Donc je vous laisserai aller voir cette interview. Et encore une fois, de la lire, je la mettrai en lien. Alors pour ceux qui sont anglophones, hein, je la mettrai en lien dans la description. Mais on remarque une chose, c'est-à-dire que, encore une fois, là je suis que dans le descriptif, histoire de vous faire comprendre le projet. On a l'avantage d'être sur un paysage qui est totalement vide, dans lequel on peut vraiment essayer d'expérimenter et de se questionner sur l'espace urbain du futur. Quand je dis du futur, c'est-à-dire on est quand même sur un futur proche, mais ça permet de se questionner là-dessus, de se dire que effectivement on vit dans des villes modernes, mais qui sont historiques et qui sont souvent chargées. Donc on a des problèmes de circulation, on a des problèmes écologiques, des problèmes de pollution, on a des problèmes... Enfin, il y a de nombreux problèmes qui sont inhérents au fait qu'on essaye d'entasser plus de monde dans des villes qui ne sont pas forcément adaptées pour accueillir autant de voitures, autant de personnes, etc., etc. Donc là, on arrive avec une formalisation, une proposition sur un modèle de ville, un modèle social, un nouveau modèle de société, en fait, hein, tout simplement, de société sur une espèce d'une barre de 170 km. Alors déjà, on va se poser un petit peu la question de l'origine du projet. Parce qu'en fait, ce projet, on pourrait croire qu'il a commencé pendant la période du Covid. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets qui ont émergé comme ça, où justement, comme il y avait un peu un espèce de flottement, il y a beaucoup de créateurs qui ont travaillé sur des projets un peu prospectifs. Mais non, en fait, celui-là, pas du tout. C'est-à-dire, il a commencé, et on va le regarder ensemble, il a commencé en 2017. Et en 2017, en fait, c'était absolument pas ces bars. C'est-à-dire qu'on le voit très bien sur l'image, la problématique n'était absolument pas la question de faire deux gratte-ciel qu'on étire. La problématique, et vous allez regarder sur cette vidéo et vous allez voir l'évolution du projet, et c'est là que l'analyse devient très intéressante, c'est que la problématique était surtout du tissu urbain et du déplacement dans un tissu urbain. C'est-à-dire que la promesse qu'il voulait résoudre, enfin la promesse qu'il voulait tenir et la problématique qu'il voulait résoudre, c'était de faire en sorte que sur 170 km, vous avez accès à n'importe quel endroit de la ville en 5 minutes. C'est-à-dire 5 minutes de déplacement, et vous avez accès à n'importe quel endroit de cette espèce de ville étirée. Alors évidemment, c'est-à-dire qu'on est limite sur une réflexion plutôt évidente. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. On a un tissu de train grande vitesse géré par intelligence artificielle. Alors ça aussi, il faut le lire, mais c'est intéressant. C'est-à-dire géré par intelligence artificielle, en gros, c'est que ça prévoit, selon les usages, ça prévoit justement les moments de congestion, etc. Donc ça vient adapter le nombre de trains ou de cellules. Parce que je sais pas, ça va être des modules, je sais pas comment ça va être conçu, mais on va parler de modules de déplacement en fonction des densités et des différents déplacements potentiels. Et à partir de là, ça va les adapter pour justement essayer de fluidifier au maximum et de rester dans cette logique sur 170 km, je suis par exemple sur l'extrémité gauche de la marina, je veux aller à l'aéroport qui se situera, je crois, de l'autre côté, il me faut 5 minutes.
Je fais 170 bornes en 5 minutes. Et après, il y a un réseau de proximité qui permet facilement de se déplacer. Donc, on n'a plus de voitures. Vous l'avez vu dans la vidéo au début, on enlève toutes les voitures. On repense le tissu urbain. Et la promesse, c'était régler cette problématique de déplacement parce qu'aujourd'hui, alors moi, je peux vous parler parce que c'est insupportable d'aller à Casablanca. Je suis né à Casablanca, mais par exemple... Casablanca, quand on y va, et les gens qui vivent là-bas et qui écoutent ces vidéos, vous le savez autant que moi, on y passe des heures dans la voiture. On passe des heures dans la voiture. Vous allez d'un rendez-vous à l'autre. Moi, généralement, je prévois entre 30 dans le meilleur des cas, mais souvent 45 minutes, 1 heure pour me déplacer à l'intérieur de la ville et passer d'un rendez-vous à l'autre, ce qui est énorme. Donc, on perd un temps dans les transports qui est juste pas possible. Donc là, l'idée, voilà, c'est vraiment que, ah ben tiens, c'était pas 5 minutes, c'était 20 minutes, mais je crois que ça, c'était au début en 2017 et ils sont redescendus à 5 minutes. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment réfléchir à un tissu urbain pratique, facile, écologique, parce qu'on se déplace très rapidement. C'est une promesse qui est intéressante, c'est une question à laquelle il faut vraiment répondre, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique d'ergonomie et de fonctionnalité. Donc, on est vraiment sur une réflexion autour de ce déplacement. D'ailleurs, l'analyse est très bien faite, c'est-à-dire que l'analyse, et quand vous regardez ce lien, donc c'est un lien sur lequel je suis retombé de 2017, quand vous regardez ce lien et que vous constatez cette analyse, vous dites effectivement, la réflexion est bien amenée, c'est abouti, Neom a fait un travail complet sur cette réflexion du déplacement. D'accord ? Donc là, on se dit pourquoi pas. Mais si vous regardez le résultat formel, enfin la proposition formelle, on n'est absolument pas sur des tours de 500 mètres, enfin sur un mur de 500 mètres de haut. On est sur effectivement un bandeau qui n'est pas très large, qui permet justement d'optimiser ses déplacements parce que pour le coup, vous pouvez le faire à pied, mais on n'est pas sur deux murs de 500 mètres de haut. D'accord ? Et là, on arrive sur la proposition de 2022, c'est-à-dire celle qui a été retravaillée, et on se rend compte qu'en fait, on parle de ça, mais on ne parle plus que de ça. C'est-à-dire qu'avant, on parlait que de la problématique de déplacement, mais aujourd'hui, quand on regarde cette vidéo, il n'y a pas que la problématique de déplacement. On est aussi sur la problématique de densité de population, c'est-à-dire on veut faire vivre 9 millions de personnes dans 170 km de long sur 500 mètres de haut. Je ne sais pas si tu imagines ce que je veux dire. Pour te donner un ordre d'idée, Paris, c'est 4 millions, un peu plus de 4 millions de personnes qui vivent intramuros. Et tu as vu le bazar que c'est. Donc là, t'imagines avec un truc qui fait 170 km de long avec 9 millions de personnes qui vivent à l'intérieur. Et les mecs, ils expliquent. Il y aura tout pourra se faire à pied, on est sur une espèce de barre, ah non, on reste sur 20 minutes pour se déplacer, donc je rectifie, on est sur 20 minutes pour se déplacer d'une extrémité à l'autre, mais que les distances sont calculées en fonction de 5 minutes de déplacement pour avoir accès à des lieux de nécessité, comme par exemple les écoles, etc. On compare, donc la Tour Eiffel fait 330 mètres de haut, t'imagines le truc ? C'est complètement ouf. C'est complètement dingue. Donc on voit la transparence et l'effet du miroir. Donc là, on arrive sur un projet où en fait, la problématique du climat, la problématique de la densité de la population, la problématique de protéger la population à l'intérieur de cloisons, la problématique de ne pas être une espèce de cicatrice, une espèce de saignée dans le paysage avec un miroir. Alors déjà, la première chose, moi je vais vous dire, la première critique que je peux avoir par rapport à un projet comme celui-là, c'est qu'on est en Arabie Saoudite, on a 2 miroirs de part et d'autre qui font 500 mètres de haut. Alors je vous explique, la journée, si vous êtes à l'extérieur de ces murs, vous cramez. Parce que déjà, alors c'est justement, on en discutait avec Nico, qui est le stagiaire que j'ai en ce moment, là, où justement on est dans cette discussion et ça participe un petit peu à cette réflexion autour de mes bricolos, c'est-à-dire de parler avec des gens pour avoir une vision avec différents angles
d'analyse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les commentaires sont importants. Et n'hésitez pas à me laisser votre commentaire pour me dire ce que vous en pensez d'un projet comme celui-là et me donner votre avis. Mais en gros, c'est-à-dire qu'on est sur une problématique qui est très simple. C'est qu'avec un miroir qui fait 500 mètres de haut, quand vous êtes à la montagne et que vous êtes à la neige, la réverbération du soleil sur la neige, ou quand vous êtes à la mer, à l'océan, ça vous crame. C'est-à-dire que vous avez 2 fois plus d'UV parce que la lumière se reflète sur les parties brillantes. Donc t'imagines un mur qui fait 500 mètres de haut, sur lequel se reflète le paysage extérieur, mais aussi le soleil. T'imagines la température et les risques de tout simplement brûler au soleil à l'extérieur de cette cloison. Parce qu'il t'explique que cette cloison, même si elle te paraît complètement fermée, en fait, tu as des accès à l'extérieur, mais tu n'auras aucune envie de sortir, parce que tu vas te retrouver complètement brûlé au 70e degré. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc là, on est sur la proposition finale. Là, on voit bien, quoi. Donc les mecs te font fantasmer une espèce de truc. Ah, mais vous pouvez vous balader à l'extérieur, mais je te jure que tu pourras te balader que la nuit tombée. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ce projet? On remarque une chose, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que ce projet permet de questionner la logique des villes actuelles, c'est-à-dire le développement urbain actuel dans les grandes villes historiques. D'accord ? Ça permet de le questionner, ça permet de soulever cette problématique de cette nouvelle façon de vivre une ville, un espace urbain, de le réfléchir différemment pour essayer d'optimiser les déplacements, puisque c'était le projet originel, et puis après de se poser la question de la quantité, du nombre d'individus qui vivraient dans un même espace, dans un espace confiné, maîtrisé, sur lequel on maîtrise l'environnement, on maîtrise l'air, on maîtrise absolument tous les éléments. Voilà, on est sur quelque chose qui est autonome. Alors il y a toute une logique autour de ça sur la production d'eau, c'est-à-dire ils sont vraiment allés loin. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec un projet comme celui-là, il faut le reconnaître, hein, c'est que c'est un projet dans lequel c'est une vraie proposition. Cette proposition, on peut la commenter. C'est-à-dire on peut la commenter, on peut discuter, on peut être d'accord ou pas d'accord avec, mais en gros, c'est une vraie proposition dans laquelle les problématiques ont été abordées. Et les questions se sont posées. Et comme elles ont été abordées et les questions ont été posées, ils ont proposé une alternative. Il y a une proposition formelle existante. Et rien que pour ça, moi, je suis content de voir ce projet parce que je me dis, ben voilà, au moins, ça a le mérite de questionner. Ça a le mérite d'avoir une proposition. Est-ce qu'elle est intelligente ou pas? On va en débattre. Mais c'est une proposition. Et quand on est designer, quand on est architecte... C'est vrai que tout l'enjeu, c'est qu'au lieu de commenter, d'avoir que de dire « Ah, mais ça serait bien de faire ci ou ça », à un moment donné, il faut être force de proposition et arriver avec une formalisation sur laquelle on peut débattre. Et l'avantage d'un projet comme ça nous permet de débattre en disant « Est-ce qu'on veut vivre là-dedans ou pas ?» Alors moi, ma problématique, c'est que j'ai l'impression que les premières pistes du projet, c'est-à-dire la façon dont il a été pensé, était très bien articulé. Je trouve que c'est une vraie problématique, les temps qu'on passe en déplacement, et que là, pour le coup, c'était une question à se poser. Maintenant, je trouve que la façon dont le projet a évolué ne me plaît plus du tout, parce qu'il y a vraiment une question de confinement, il y a vraiment une question idéologique qui est en train de se développer sur la façon dont on imagine les gens vivre. Et là, on voit que le projet a évolué en fonction de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire du trauma que l'humanité a vécu avec ce problème du Covid, ce problème du confinement, ce problème d'un virus qu'on ne comprend pas trop et qui se propage sans qu'on comprenne vraiment comment il se propage, en tout cas au début, où on essaye d'avoir une réaction un petit peu incontrôlée et irréfléchie, qui est plutôt de l'ordre de l'émotion que vraiment qui est vraiment rationnel, et on se dit on va faire ci, il faut interdire ça, il faut pas que vous fassiez ça, nanana. Et maintenant on se rend compte que quasiment tout ce qui a été fait rapidement, soi-disant pour éteindre le feu, en fait n'était pas la bonne façon, c'était pas la bonne façon de procéder. On s'en rend compte maintenant, hein, il y a des études qui sortent et qui sont vraiment absolument
incroyable de prise de conscience et j'espère que même si on est dans une urgence, on reviendra dessus en se posant les questions, en disant justement on a pu se tromper parce que c'est la première fois que l'humanité fait face à ce genre de choses à cette échelle, hein, des virus qui se sont propagés partout et qui ont tué des gens. La peste, machin, il y en a eu plein à la grippe espagnole, début du XXe siècle, c'était pareil. Mais à cette échelle-là, parce qu'avec la mondialisation et les moyens de transport qu'on connaît, on l'a jamais vécu auparavant. C'est la première fois que l'humanité fait face à ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a vécu un traumatisme qui est assez important. Et là, j'ai l'impression que ce projet est une réponse encore dans l'émotion, dans lequel on n'a pas encore suffisamment de recul, mais c'est une réponse où on sent tout le poids de ce qu'on a vécu ces dernières années. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est qu'on le remarque entre l'image que je vous ai montrée juste avant d'un point de départ d'étude où on se pose la question de l'optimisation dans les déplacements et les transports en commun, on arrive à un truc où en fait tu es enfermé, qui va avoir accès à ces... aux portes, c'est-à-dire pour laisser rentrer ou sortir les gens. T'imagines, tu vis entre deux cloisons de 500 mètres de haut, il n'y a pas moyen de se barrer. Hein. Si les mecs décident de fermer, t'es fermé dedans. On sent que là, c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, on est dans un endroit confiné, contenu, mais où tu as accès absolument à tout, et on vit en autarcie totale. Mais t'imagines, qui va définir les règles de fonctionnement de cette société? Et c'est là où on est dans un projet utopique qui peut vite devenir une dystopie, parce qu'on n'est plus dans une réponse, pour moi, structuré selon des besoins et où on enlève l'aspect émotionnel et angoissante de ce qu'on a pu vivre ces dernières années, et on est plutôt dans une réponse de oh, il faut se protéger, c'est-à-dire tu as l'impression que c'est une réponse un peu névrosée, quoi. C'est-à-dire anxieuse. Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire quand tu regardes les projets de design, et je vous encourage, parce que si vous regardez les différentes vidéos de mes bricolos, on se rend compte qu'à l'époque où il y a eu le Covid, j'avais fait des vidéos parce que j'avais commencé justement avec le Covid en me disant j'en ai marre, il faut que je parle à... Et j'ai l'habitude, je partais dans des expos, on discutait ensemble, et aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là. Donc, il faut que je puisse... continuer à échanger, et j'ai créé ces épisodes de mes bricolos sur cette idée-là. Donc c'était aussi une réponse par rapport à une émotion, c'est-à-dire la volonté de partager, de continuer à discuter. Donc tout n'a pas été mauvais de ce qui a été produit pendant cette période. Il y a des vraies problématiques qui se sont posées, et il y a vraiment des réponses intelligentes, et on pourra les aborder un jour. Je pense que je ferai un épisode où je reprendrai tous les projets de design qui ont été faits pendant cette période, et on regarde justement la pertinence de ces projets-là. Mais là, ça me donne l'occasion, parce que ce qui se passe, c'est que ce projet que vous voyez, c'est pas juste une utopie, c'est pas juste un fantasme. Ils sont en train de le faire, les gars. Ils sont en train de le construire à l'heure où je vous parle. C'est une vidéo qui a été publiée aujourd'hui, il y a 2 heures. Vous le voyez, regardez, 2 heures. Sur Dizine. Donc j'enregistre ces vidéos un petit peu avant de les publier. Mais en gros, c'est complètement d'actualité. Ils sont en train de le faire. Là, ils sont en train de fabriquer la ligne. Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec exactement ce qu'on a vu? Je ne sais pas, parce qu'on voit que le projet évolue au fur et à mesure. Et j'ai l'impression que ce qui me rassure, c'est que je pense qu'il n'est pas dans son état final. Je pense que là, ils sont en train de travailler la ligne. Ils vont travailler, c'est déjà un gros boulot, parce que là, il y a une temporalité qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire la fabrication, la construction. Ils sont en train de travailler justement cette ligne haute vitesse sur les 170 km. Ça va prendre déjà vachement de temps. Donc, une fois qu'on va arriver à la construction de cette architecture zéro gravité, ça va être une autre histoire. C'est-à-dire qu'on sera sur quelque chose où peut-être que le projet aura évolué, et on sera passé à une nouvelle réflexion, et peut-être qu'il aura changé. Parce qu'aujourd'hui, en l'état, moi, il me pose problème, ce projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire, c'est aussi là tout l'intérêt des commentaires. C'est que je ne sais pas ce que vous en pensez. À vous de me donner votre avis. Mais moi, je trouve ça assez effrayant dans sa proposition. Je trouve qu'au-delà de ça, même sur le plan écologique, il est indéniable que ça apporte des réponses qui fonctionnent, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ce projet parce que je trouve qu'il a été c'est trop vite, c'est trop faut vite, ah là là, regarde, il s'est passé ça vite, il faut qu'on fasse ça, et puis alors
Même les images n'ont aucun sens. Il y a des trucs qui n'existent pas. C'est vraiment pour te faire fantasmer sur quelque chose qui... Il n'y a pas de sens. Et ça n'a pas de sens. Et j'ai pas envie de vivre là-dedans, moi, perso. J'ai pas envie de vivre là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est dans quelque chose qui est plutôt une réponse comme une espèce de bouffée d'oxygène d'une période absolument abominable qu'on a vécue, et en se disant, et puis alors en plus qui arrive avec toutes les peurs qu'on nous balance à longueur de journée sur les réseaux sociaux ou à la télé, c'est vrai que là on se dit voilà, on sera protégé, on risque pas de tous crever. Moi, je veux vivre là-dedans parce que comme ça, donc on est dans une réponse purement émotionnelle. On n'est pas dans quelque chose de vraiment réfléchi. Alors après, quand vous regardez par exemple Marrakech, c'est une médina, il y a des murs qui entourent la ville pour protéger. Pareil pour Paris, il y a des murs qui entourent la ville pour protéger la ville. Des attaques extérieures, ça a toujours été comme ça. Maintenant, elles sont plutôt circulaires que linéaires. Elles étaient circulaires parce qu'elles avaient une raison particulière et ergonomique. Donc, quand on regarde, par exemple, l'architecture arabo-musulmane, andalouse, on n'affiche pas à l'extérieur une esthétique dans laquelle une richesse esthétique ou quelque chose comme ça. Tout est tourné vers l'intérieur. Donc, je peux trouver plein de référents, finalement, qui justifient certaines choses de cette ville. Les cloisons, les murs, se protéger du monde extérieur, etc. Je peux trouver plein d'éléments qui justifient ça sur le plan historique et civilisationnel de tout temps et de toute civilisation, que ce soit une civilisation musulmane ou une civilisation occidentale, on peut le trouver facilement. Mais même, sauf que les gars, maintenant, moi, ça me... Voilà, je sais pas, vivre dans cette barre. Pour moi, on est vraiment dans une réponse émotionnelle. Donc, alors, on en arrive cet épisode, encore un épisode qui fait 30 minutes, super. Chaque fois, je me dis, tu vois, là, je vais parler d'un seul sujet, ça va pas faire 30 minutes, ça fait plus de 30 minutes. Bon, et puis en plus, ça me donne l'occasion de vous poser la question. Laissez-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il est nécessaire que je fasse des épisodes plus courts, ou si le format de 30 minutes vous satisfait, enfin pour ceux qui sont arrivés jusque-là, donc en même temps, j'aurais dû poser cette question au début de l'épisode. Le mec, il a tout compris. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez toujours me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois faire des épisodes plus courts ou un format de 30-35 minutes, ça vous plaît? En même temps, c'est une fois par semaine. Vous pouvez le regarder en plusieurs fois. C'est l'avantage de YouTube. Donc voilà. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là? Est-ce que, moi, je pense qu'on est complètement dans une dystopie. On est vraiment, parce que la différence, c'est qu'on est l'utopie, l'avantage, c'est qu'elle se projette dans une réflexion d'une amélioration, c'est-à-dire de quelque chose où voilà, on veut le bien-être et tout. Là, on est dans une dystopie parce que cette utopie imaginée par Neom prend racine dans un traumatisme qu'on a vécu et qui n'a pas encore été digéré par l'humanité, tout simplement, et donc, in fine, par les personnes qui conçoivent le futur de cette humanité. Et donc, on est encore dans une réponse chargée d'émotions, anxieuse et angoissante. Et résultat, je ne suis pas sûr de l'intelligence du projet. Je pense qu'il faut laisser maturer. Je pense que ça va trop vite. On doit prendre un peu de temps, prendre un peu de recul, laisser maturer tout ça, et puis revenir avec une proposition peut-être un peu plus... avec plus de distance, avec plus de sagesse. Voilà, je pense que ce projet n'a pas de sagesse. Voilà, c'est tout. Il est trop en réaction immédiate. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère que cet épisode vous a aimé, bricolos. On met un petit pouce, on met un petit like, on lâche un commentaire, on s'abonne, etc. Et puis on discute la semaine prochaine, un nouveau sujet de mes bricolos. Voilà, on verra ce que l'actualité va nous proposer, on verra de quoi on peut parler, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses ces derniers temps, et c'est plutôt rigolo de les commenter. Allez, je vous laisse, pslama à tous, je vous laisse avec des épisodes. D'ailleurs, je vais afficher là sur votre droite l'épisode de l'architecture des maisons imprimées en 3D, comme ça vous permettra de regarder, puis un autre épisode, vous verrez bien. Donc, pslama à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Bye.